Cécile Lepéchou. Alors, je connais certains d'entre vous et ça fait plaisir toujours de voir des têtes. Alors, juste pour savoir, en fait, il y a combien de chirurgiens dans la salle, hein? Voilà, en sachant qu'il y a des chirurgiens thoraciques, j'ai vu aussi. Donc, combien d'oncomèdes? Combien d'oncorades? Une. Et combien de radiologues? D'anapathes? D'accord. Je perds mon temps là. Là, tu as la moitié des inscrits, hein, donc il y a peut-être des oncorades dans l'autre moitié. D'accord, ok. Non, mais c'était juste pour savoir. Donc, en fait, je vais vous parler du rôle de la radiothérapie, en sachant qu'évidemment, ce qui a été surtout étudié, je dirais, c'est la radiothérapie dans les membres, hein, qui constitue quand même 60% des patients. Et en fait, nos modalités thérapeutiques et notre stratégie est aussi basée sur des études randomisées qui ont été faites avec pas mal de mérite il y a quelques années. Hein, donc, une qui comparait l'amputation SISI à un traitement conservateur, déjà ancienne évidemment. Une qui comparait une stratégie associant la chirurgie et un type de radiothérapie qui est la Curie thérapie, et enfin la radiothérapie externe, plus ou moins chimio, selon en fait le grade. Ah non, c'est pas ça. Ah. C'est là, d'accord. Ok, donc en fait, la première Rosenberg, juste pour dire qu'en fait, il n'y avait pas de différence significative en termes de contrôle local et pas de différence non plus en termes de survie. Donc je dirais que cette étude en fait confortait déjà l'approche, disons, qui avait été initiée par pas mal de centres, hein, de faire plutôt un traitement conservateur associant radiothérapie et après une chirurgie, hein, ou à l'amputation. Donc la curithérapie, je vais vite parce que c'est des études qui sont un petit peu anciennes, que vous connaissez probablement, mais juste pour insister, si vous voulez, sur le fait qu'effectivement, là, par exemple, dans cette étude, il y avait une amélioration du contrôle local. Vous voyez, 90% quand on associait les deux traitements, chirurgie et curithérapie, versus 66% chez les patients au grade quand on n'avait pas, quand il y avait la chirurgie seule. Par contre, dans les bas grades, en fait, ça ne semblait pas avoir d'effet. Celle qui a le plus d'impact finalement sur notre pratique quotidienne, hein, c'est celle qui a évalué la radiothérapie. Et vous voyez là aussi, en fait, en termes de contrôle local, pas de différence, une différence significative en termes de contrôle local en faveur du bras incluant de la radiothérapie. Et en fait, pas de différence en termes de survie. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'on revoit très souvent. Pourquoi ? Parce que vous voyez, c'est des petites études. Finalement, les sarcomes, c'est, vous le savez tous, en fait, un groupe de tumeurs qui ont des comportements finalement assez différents entre l'hyposarcome myxoïde, l'hyposarcome de bas grade ou les leiomyosarcomes. Hein, évidemment, on n'a pas la même histoire le plus souvent. Alors, cette étude, de façon intéressante, elle avait été publiée en 1998. Elle a été publiée près de 15 ans après. C'est pas très fréquent. Hein, et en fait, ce que l'on voit, c'est que finalement, il n'y avait pas de différence de survie. Hein, mais qu'en fait, c'est vrai que chez les patients qui avaient plus de recul, hein, en fait, on gardait en fait un bon contrôle local. Cet impact de la survie, en fait, c'est vrai que dans toutes les études, disons, prospectives, randomisées, vous le trouvez très souvent, le fait qu'on ne trouve pas de différence de survie. Juste là, il y a cette étude de la database. On peut critiquer, bien sûr, les études de la database, mais en sachant qu'évidemment, ça fait des chiffres. Hein, donc là, il y a près de 7000 patients, inclus entre 88 et 2005. La moitié avait eu de la radiothérapie. Alors, bien sûr, on n'a pas de données de contrôle local. On a juste des données de survie.
Mais vous voyez qu'il y a une différence en fait en termes de survie en faveur du bras radiothérapie, et c'est d'autant plus vrai que c'est des patients de haut grade. Ah zut, j'ai tendance à faire ça. Donc, actuellement, finalement, basé sur, disons, plein d'études rétrospectives, mais également des études de database et puis ces études prospectives, dans les sarcomes de membres ou dans les sarcomes de Parietto, en fait, l'association chirurgie large, dans les grades 2 et 3, dans les tumeurs de plus de 5 cm, c'est le standard. Il n'empêche qu'évidemment, les sarcomes doivent être discutés, bien sûr, en RCP, d'autant plus qu'éventuellement, on n'est pas dans ce cadre-là pour décider du meilleur traitement. Alors, mon rôle est de parler de la radiothérapie, mais évidemment, il y a pas mal de patients éventuellement qui n'auront pas de radiothérapie. Et ça, c'est par exemple, actuellement, c'est vrai qu'on ne fait plus, pour ainsi dire, de radiothérapie dans les liposarcomes, par exemple, de bas grade, en fait. Parce que c'est des tumeurs souvent découvertes très volumineuses, et il y a une morbidité éventuellement de l'association qui peut ne pas être négligeable. Dans les tumeurs de petite taille, surtout lorsque en fait, la chirurgie a été bien planifiée, en fait, la radiothérapie dépend toujours finalement de la qualité de la chirurgie, et je dirais que pour nous, c'est très important, évidemment, de bien regarder en fait le compte-rendu opératoire, le compte-rendu histologique. Alors, quelle dose de radiothérapie? Alors, il faut savoir qu'en fait, cette dose va dépendre finalement du timing de la radiothérapie, parce que dans les sarcomes, contrairement à d'autres tumeurs, en fait, on a vraiment, en fait, on peut proposer une radiothérapie pré-op. Alors, la radiothérapie pré-op, évidemment, elle va être plutôt choisie dans des centres qui ont l'habitude de traiter les sarcomes. La radiothérapie post-op, c'est un choix, évidemment, dans certains cas, mais c'est vrai aussi que c'est un choix secondaire, la radiothérapie post-op, quand, par exemple, eh bien, en fait, les patients ont été opérés sans diagnostic préalable. C'est vrai que la biopsie, théoriquement, doit toujours être faite, mais vous le savez bien, ça n'est pas toujours le cas, et on a des whoops surgery. Donc, le niveau de dose, effectivement, a tendance à être plus élevé lorsqu'on fait du post-op. La radiothérapie doit être donnée dans les situations curatives où elle est associée à la chirurgie, à des petites doses, parce que sinon, en fait, on a des complications plus importantes. Les études rétrospectives nous ont appris justement à essayer de différencier les patients pour lesquels vraiment, en fait, la radiothérapie doit être associée à la chirurgie. Il y a des patients qui ont besoin d'un seul traitement local, et ça sera de préférence, évidemment, la chirurgie. Et puis ceux qui ont un plus haut risque de rechute, finalement, qui ont besoin de deux traitements locaux, c'est-à-dire la chirurgie et la radiothérapie. Donc, en fait, lorsque les marges sont envahies, c'est un risque de rechute. Lorsqu'il y a une effraction tumorale, quand il y a une rechute après en fait, chirurgie seule, évidemment, on aura tendance à proposer les deux traitements. L'envahissement des vaisseaux ou des structures neurovasculaires, évidemment, sont aussi à risque de rechute, la profondeur, la taille. Donc, cette discussion toujours de la reprise chirurgicale quand les XRS sont R1 ou R2 doit être réalisée en RCP, en sachant que assez souvent, en fait, bien sûr, si on était amené à réopérer ces patients, on retrouverait du résidu tumoral.
Et la radiothérapie ne doit pas être la solution, en fait, je dirais, systématique après une résection incomplète. Parfois, en fait, il vaut mieux surveiller les patients, surtout quand, je dirais, quand on n'a pas d'imagerie pré-op. Dans certaines situations, évidemment, il vaut mieux, surtout quand c'est éventuellement des sarcomes qui ne sont pas très, très agressifs, vaut mieux surveiller les patients et puis faire le traitement ad hoc, c'est-à-dire une chirurgie bien planifiée, une radiothérapie éventuellement pré- ou post-opératoire. Donc, pour ce qui est du volume, en fait, de la radiothérapie, donc, c'est vrai que par rapport disons, historiquement, actuellement, on fait des radiothérapies beaucoup plus, de volume beaucoup plus réduit, mais quand même, si vous voulez, il y a une extension, en fait, au niveau ANAPAT, il y a eu des études qui ont été faites, montrant que finalement, on peut avoir une dissémination de cellules tumorales jusqu'à donc 3 cm, en fait, dans le sens tête-pied, et qui justifie finalement un petit peu les volumes qu'on prendra pour cette radiothérapie. Donc, en post-op, en fait, le volume est forcément plus important que quand on a une radiothérapie pré-op, puisqu'on traite également ce qu'on appelle le lit opératoire et en particulier la cicatrice. Il faut éviter au maximum une radiothérapie circonférentielle et en fait voilà. Alors le timing, est-ce que finalement le pré-op fait mieux que le post-op ? Alors, en fait, il y a eu pas mal, il faut savoir, les Nord-Américains étaient plutôt en faveur du pré-op, en fait, les Européens probablement plus post-op. Et en fait, il y a les Canadiens ont... en fait, l'équipe de O'Sullivan, qui est quelqu'un en fait, qui a beaucoup publié sur les sarcomes et à qui on doit en fait cette étude. Donc, c'est une étude qui fait 200 patients, donc c'est près de 200 patients. C'est pas une étude très volumineuse, mais en fait, elle a été interrompue plus tôt que prévu. Le primary endpoint, c'était les complications post-op dans les 120 jours, dans les 4 mois qui suivaient la chirurgie. Et en fait, ce que vous pouvez voir, ce que vous connaissez probablement, en fait, en termes, elle s'est interrompue plus tôt que prévu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a vu que 35% des patients faisaient des complications post-op dans le bras préopératoire. Avec plus de recul, vous voyez, on a pu voir que finalement, en termes de... Si on avait plus de complications dans le bras pré-op, par contre, les complications ou les séquelles à long terme étaient plus importantes dans le bras post-op. Pourquoi ? Parce que, enfin, il y a plusieurs raisons. Il y a évidemment le fait qu'éventuellement la dose de radiothérapie était plus importante. Dans le bras pré-op, c'était 50 gray. Dans le bras post-op, ça pouvait aller de 50 gray à 66 gray, dans des volumes parfois assez importants. Et donc, pourvoyeur, finalement, dose et volume d'irradiation aboutissent à un risque de fibrose plus important ou de lymphédème. En termes de contrôle local, pas de différence. Donc, plus de complications précoces, je dirais, en fait, dans le bras pré-op, et plus de complications à long terme. Alors, ces patients, en fait, c'est vrai que la tendance, en fait, après la publication de cette étude, c'est à faire, ça a conforté les Nord-Américains, en fait, évidemment, à faire du pré-op quand même. En tout cas, en termes de contrôle local, c'était pareil. Et en fait, en Europe, c'est vrai qu'on en fait plus qu'on en faisait, surtout dans des centres qui ont une expertise des sarcomes avec une équipe dédiée. Je pense que, bon, vous en avez parlé certainement, mais c'est sûr que la chirurgie, en fait, après pré-radiothérapie peut être un petit peu plus compliquée. Donc, c'est bien d'avoir une équipe, par exemple, de plasticiens autour. Donc, la radiothérapie pré-op, c'est certain que les patients, par exemple, âgés, un peu fragiles, en fait, quand c'est des sarcomes non agressifs, ou bien, en fait, lorsqu'on a une chirurgie R1 quasiment
certainement, hein, du fait de la localisation de la tumeur. Là, c'est des indications, des bonnes indications de radiothérapie préopératoire. Et également, en fait, le liposarcome myxoïde, finalement, qui est une entité de sarcome particulièrement radiosensible, hein, et pour lesquels c'est vrai que c'est un choix, en fait, fréquent. Alors, cette chirurgie, en fait, après radiothérapie pré-op, est-ce qu'on peut réduire la morbidité éventuellement ? Donc, il y a des façons de limiter cette morbidité. C'est effectivement, par exemple, en intégrant des plasticiens dans l'équipe, hein, mais la technique de radiothérapie également. Et en fait, c'est vrai que l'IMRT permet de... Ça a été donc montré dans cette étude prospective, par exemple, hein, mais qui était une étude à un bras, hein, mais qui, par rapport à en fait, disons une analyse un peu historique, hein, on voyait ça semblait montrer moins de complications à long terme. Alors, le volume de l'irradiation pré-op, justement, a été un peu... qu'on utilise, je vous ai dit, les volumes sont moins importants, mais ils sont quand même non négligeables dans les membres. Hein. C'est, en fait, on prend des marges de 1,5 cm basées sur des études anatomo-pathologiques. Bien sûr, ce n'est pas énormément de patients qui ont été inclus, mais on a l'habitude. Hein, il y a eu des guidelines qui avaient été faits et c'est issu de ces guidelines. Donc, bien sûr, en fait, dans le sens, on va dire tête-pied, le sens du muscle, finalement, hein, on prend des marges plus importantes puisqu'il y a une extension, en fait, microscopique par là. Donc, la radiothérapie peut se faire en 3D, hein, on va dire, et puis plus fréquemment maintenant en IMRT. Hein, et en sachant, je reviens pour les liposarcomes myxoïdes, c'est vrai qu'on a une particulière radiosensibilité. Et si, en fait, 50 Gray en général est le traitement standard, la dose standard, il y a une étude actuellement, tendant à évaluer une désescalade de doses, des plus faibles doses. Alors ça, c'est en fait un exemple de... Alors, je ne sais pas si le pointeur... Non, ce n'est pas ça. D'accord, ok. Ok, donc en fait là c'était par exemple un patient, un liposarcome myxoïde, hein, en fait ça c'est son scanner, et puis en voyant en fait, ça c'est bon, il a été traité en tomothérapie et on voit en fait au cours du traitement hein, qu'il y a une réduction et en fait on s'adapte, on fait on replanifie tout de façon à tenir compte de cette réduction. Hein, et en fait, bon, là, ça fait quelques temps qu'on connaît, en fait, si vous voulez, la radiosensibilité de ces tumeurs avec des bons contrôles locaux. Par exemple, ça c'est en fait une petite étude, hein, mais qui en fait où on voit globalement là-haut à droite. Ici, c'est disons la réduction pendant le traitement de tout type de sarcome par rapport au liposarcome myxoïde, hein, où en fait on voit qu'on peut s'attendre à une réduction en cours de traitement. Pas mal de sarcomes, en fait, cliniquement, et on peut même avoir des progressions pendant la radiothérapie. Alors, il ne faut pas qu'elles soient trop importantes de façon à compromettre la chirurgie, mais c'est quelque chose qu'on connaît bien et qu'on surveille hein, grâce à l'imagerie, en fait, embarquée de nos appareils. Hein. Ici, vous voyez, ça, c'est en fait le même patient en début de traitement. Hein, et en fait, on voit que la tumeur, enfin pour un œil un petit peu peut-être plus avisé, hein, mais que c'est les images qu'on a, évidemment, c'est pas l'IRM ni le scanner, hein, mais ça permet de bien surveiller, monitorer les changements qu'il peut y avoir pendant le traitement. Alors, en termes de complications, en fait, les
possibles effets secondaires à long terme sont très dépendants de la dose de radiothérapie et du volume irradié, hein, je l'ai dit, fibrose. Il y a un risque fracturaire, les lymphédèmes, les douleurs. Et c'est vrai qu'on a moins de complications, comme je vous disais, après une radiothérapie pré-op. Le risque fracturaire, hein, en fait, c'est dans les membres, hein, autour de 5%. J'ai l'impression qu'en fait, actuellement, on en a moins qu'avant avec les nouvelles techniques. On fait des volumes plus limités, hein, mais c'est certain que si la chirurgie est très très large, hein, il faut être surtout dans les cuisses ou chez des femmes un petit peu âgées qui sont éventuellement ostéoporotiques. Si la chirurgie a nécessité un dépériostage, tout ça, c'est des risques, évidemment, et on a des contraintes de dose qu'on respecte, hein, pour éviter au maximum ce genre de complications. Alors, si en fait l'association, disons dans les sarcomes de haut grade de plus de 5 cm, conformément à la décision de RCP, hein, on décide d'associer ces deux traitements, la chirurgie et la radiothérapie, est-ce qu'en fait on peut faire mieux, hein, que... en sachant qu'actuellement, finalement, le contrôle local, hein, c'est entre 5 et 20%. Et 20% de rechute, hein, bien sûr. Donc, d'associer, est-ce que c'est bien d'associer éventuellement de la chimio concomitante? Et en fait, bon, ça, c'est un tableau qui résume un petit peu des petites études, hein. Vous le voyez, il n'y a pas eu de grandes études prospectives ayant comparé radiothérapie et radiochimio, hein, mais globalement, en fait, on a des contrôles locaux qui sont similaires, voire un peu moins bons, hein, et puis surtout, il y a plus de complications, en fait. Donc, l'association concomitante de radiothérapie avec autre chose, hein, que ça soit en fait de la chimio, du sorafenib, sunitinib, n'est pas du tout un standard, hein. En fait, on peut avoir des complications assez importantes. Alors, en sachant qu'en plus, il y a pas mal d'études d'association radio-chimio où éventuellement le traitement a été hypofractionné. Donc là, en fait, est-ce qu'il y a eu d'autres tentatives d'associer en fait à la radiothérapie, disons un radiosensibilisant ou un radio-enhancer, hein, c'est le cas des nanoparticules, hein, qui a été évalué, évidemment. On avait fait la phase 1 avec Sylvie, hein, pour trouver la meilleure dose. Et ça a donné lieu après à une étude de phase 2-3, hein, en fait, en sachant que le standard thérapeutique étant considéré comme l'association radiothérapie-chirurgie chez ces patients, hein, et auquel on associait les nanoparticules. Et en fait, on a retrouvé un taux de réponse complète, comme vous voyez, de 16% dans le bras nano-radiothérapie versus 8% dans le bras radiothérapie seul. Alors, bien sûr, ça sera important d'avoir des données avec plus de recul, mais en tout cas, c'était une étude qui a permis en fait, à plusieurs centres en fait, de travailler ensemble, hein, et d'évaluer dans cette stratégie, hein, dans les sarcomes des tissus mous. Alors, les membres, en fait, il y a les membres dont je vous ai parlé. Il y a bien sûr les sarcomes peuvent être ailleurs. Donc, dans tête et cou, c'est vrai que dans les têtes et cou, la radiothérapie a une place importante. Et donc, finalement, dans les sarcomes des tissus mous de head and neck, hein, la radiothérapie est très souvent associée puisque les marges ne sont pas toujours très, très importantes. Dans les sarcomes rétropéritonéaux, bien sûr, il va y avoir en fait un topo spécial, hein, mais c'est vrai que depuis des années, en fait, la radiothérapie dans les sarcomes rétropéritonéaux avait fait l'objet d'études rétrospectives qui semblaient montrer possiblement que ça pouvait être mieux, hein. C'est des patients, évidemment, en tout cas dans les liposarcomes, qui rechutent surtout localement, vous savez, et avec des chirurgies qui sont de
qualité en fait variable, hein, mais par exemple dans des équipes assez entraînées, Stockley, Bonvalot, Gronchi, en fait Gustave Roussy, Curie, Bordeaux, hein, en fait on voyait qu'on peut éventuellement, en fait on a déjà des contrôles locaux qui sont bons avec la chirurgie seule, mais est-ce qu'en faisant une radiothérapie un petit peu sophistiquée, préopératoire, de façon à éviter au maximum les complications, hein, puisque là, évidemment, les complications de la radiothérapie, là, c'est surtout les complications digestives qu'on pouvait craindre, hein. Donc, le design, c'était chirurgie versus radiothérapie pré-op plus chirurgie, en sachant que 95% des patients ont eu de l'IMRT. Hein, en fait, les résultats ont été présentés par Sylvie Bonvalot à l'ASCO, hein, mais on n'avait pas de différence en termes de rechute, de survie sans rechute abdominale, hein, mais en incluant finalement les patients qui avaient pu être opérés, même si on avait l'impression qu'ils avaient progressé, hein, ou cliniquement et radiologiquement pendant cette radiothérapie. Quand on fait cette analyse, on voit que éventuellement dans les liposarcomes, hein, ça paraît intéressant, hein. Bien sûr, par exemple, les liposarcomes qui ont un profil évolutif très différent avec un risque métastatique très élevé, là, clairement, en fait, ça n'avait pas d'intérêt. Donc, les tumeurs desmoïdes, juste un petit mot pour dire que finalement, c'est vrai que c'est des patients, en fait, la radiothérapie n'est pas le traitement, bien sûr, de référence, hein. Maintenant, en fait, c'est vrai qu'au cours des années... et c'est vrai qu'on on a pas mal bossé dessus, hein, et Sylvie en particulier. Mais c'est vrai que c'est des patients qu'on surveille, mais dans les fibromatoses évolutives, hein, la radiothérapie peut avoir un rôle, hein. Il y a pas mal de petites études, évidemment, qui ont pu montrer en fait que ça répondait. Surtout, par exemple, chez les patients qui ont des fibromatoses qui sont symptomatiques, douloureuses, hein, c'est un traitement auquel il faut penser. Hein, et enfin, pour terminer, en fait, c'est vrai qu'on a bénéficié finalement dans l'approche des améliorations des techniques, hein, l'IMRT, l'atomothérapie qui nous permet de traiter parfois des gros volumes. Hein, l'IMRT permet de réduire la dose aux os. Hein, en fait, et donc amoindrir le risque de rechute, de fracture. Et je dirais également, l'IMRT nous permet en fait finalement d'étendre nos indications. Et ça, c'est par exemple un patient qui avait eu un liposarcome à cellules rondes, qui s'est présenté avec un tableau de compression médulaire qu'on peut comprendre quand on voit l'IRM. Hein, et puis finalement, avec la chimio et une IMRT, hein, on a réussi à bien le contrôler. Tout ceci précédé évidemment d'une décompression, une stabilisation du rachis, hein, initial, mais sans geste vraiment tumoral de la part du chirurgien. Donc on peut avoir des indications plus poussées. Enfin, les autres indications, le PEROP avait été développé dans les sarcomes rétropéritonéaux. C'est vrai qu'on n'en fait plus beaucoup. La curithérapie peut avoir un rôle et est intéressante en fait dans des équipes entraînées. Par exemple, c'est vrai que à Toulouse ou Bordeaux, on en fait beaucoup. Hein. Par contre, c'est vrai que quand les volumes dans les grosses tumeurs, ça peut être un petit peu compliqué. Les protons sont très importants en fait dans la prise en charge des enfants. Hein,
Et dans certains types de sarcomes, les chondrosarcomes de la base du crâne, les chordomes sacrés, rachidiens, base du crâne également. Hein. C'est vrai que si on a ce type de patient, hein, il faut toujours essayer de le présenter, de le discuter éventuellement au staff, hein, un staff proton, hein, ce qui à l'accès n'est pas forcément très, très évident. Et puis les ions carbone qui vont arriver, qui peuvent être prometteur, surtout en fait pour le moment on l'évalue chez des patients qui sont inopérables. Donc un exemple de curithérapie, un exemple de protons, en sachant que l'intérêt des protons c'est finalement de limiter au maximum en fait la dose tout autour de la tumeur et aussi de limiter avec l'IMRT, on a des très faibles doses dans des volumes assez importants qui n'ont pas de conséquences disons, cliniques sur le patient quand il est en cours de traitement. Hein, mais chez l'enfant, évidemment, on a peur des tumeurs en territoire irradié, et donc les protons sont devenus vraiment une technique vraiment très préférentielle chez les enfants. Et enfin, juste la stéréotaxie, c'est beaucoup développé en fait. Les sarcomes évidemment font aussi des métastases, et en particulier pulmonaires. Donc quand il y a des métastases pulmonaires, eh bien, ça peut être la chirurgie, bien sûr, mais il y a également des techniques non chirurgicales, hein, surtout chez des patients qui éventuellement ont une histoire un petit peu longue et ne peuvent pas éventuellement être opérés trop fréquemment au niveau du poumon. Hein. Donc la radiothérapie stéréotaxique peut être vraiment intéressante, ou il y a bien sûr la radiofréquence également. Hein. Et donc ça, c'est par exemple un patient, vous voyez la méta, hein, et l'aspect un an après. Le problème, c'est qu'éventuellement, il y a d'autres métastases après qui apparaissent. Donc dans les métas, évidemment, la stéréo, c'est vrai que c'est des indications qui se sont en fait dans la place de la radiothérapie à visée radicale, curative, hein, a beaucoup augmenté ces derniers temps. Hein, et grâce à la stéréo. Hein, et donc, ça amène, par exemple, aussi à non seulement, par exemple, de proposer une stéréo chez des patients qui ont des métapulmonaires, mais également, par exemple, ça, c'est un patient qui avait été pris en charge. C'était une OOPS surgery d'un liposarcome myxoïde qui avait fait une rechute massive. Hein, et en fait, on l'avait repris, en fait, on avait fait une radiothérapie pré-op, puis une chirurgie très large. Et malheureusement, en fait, puisque ça avait été en fait la tumeur avait été fragmentée, évidemment. En fait, on a vu apparaître ces rechutes 3 ans après l'AAP, et qu'on a pu traiter par stéréo avec un bon résultat au départ. Donc en conclusion, en fait, la qualité du traitement local, bien sûr, dans les sarcomes des tissus mous est fondamentale. Hein, la radiothérapie fait partie du traitement standard dans certaines situations, mais qui ont été bien définies, hein, qui représentent quand même pas mal de patients. Donc il est important bien sûr de les discuter ensemble, hein, en sachant que les nouvelles techniques, l'IMRT et par exemple la stéréo, hein, ont permis finalement d'étendre pas mal nos indications, et parfois également en fait même en l'absence de chirurgie. Quand on ne peut pas faire la chirurgie, la radiothérapie peut être une solution. On a certainement des meilleurs résultats maintenant en radiothérapie exclusive qu'on avait avant. Hein, mais tout ça doit être discuté, bien sûr, de façon pluridisciplinaire. Merci.